Bonjour Khalil Djebali, Ouais. tu es analyste chez XTB. Nous sommes dans vos locaux parisiens. Tu as rejoint cette société il y a quelques années. Tu es assez jeune et sans doute passionné de trading et d'analyse. Je vais te laisser te présenter, nous présenter ton parcours et ton travail chez XTB. Alors effectivement, bonjour Fabien. Donc oui, j'ai rejoint XTB en 2015, donc ça fait déjà 3 ans. Donc je suis diplômé alors, j'ai un diplôme, j'ai un MBA en finance de marché de l'SLSK, donc c'est le pôle trading dirigé par Georges Castel. Donc effectivement, je suis analyste chez XTB. J'ai choisi cette voie parce que je suis véritablement passionné par l'économie, la finance et la gestion d'une manière générale. Par ailleurs, c'est aussi un métier dans lequel on est toujours en phase de réflexion, où on recherche des stratégies à proposer aux clients, où on s'interroge sur l'évolution du marché, sur la politique, où il y a vraiment plusieurs matières ici auxquelles on doit s'intéresser, typiquement la politique, la géopolitique, la finance d'entreprise. Donc c'est pourquoi effectivement j'ai opté pour cette voie. Voilà. Ça marche. Du coup, ton travail chez XTB, c'est donc des lives. Donc Ouais. chaque jour, tu animes des lives. D'ailleurs, tu en as un là, dans 1 heure à peu près. Tout à fait. Tu rédiges aussi quoi? Des analyses? Effectivement, donc on essaie de vraiment diversifier les contenus à ce niveau-là. Donc je travaille pour le département de recherche économique que je dirige. Donc notre travail effectivement consiste en la rédaction d'analyses au format écrit, mais aussi format vidéo et format webinaire. Voilà, donc il y a un webinaire qui se déroule tous les jours à 15h15, de 15h15 à 16h15. Donc c'est un live trading où je prends des positions face client. Où les clients me voient trader, voient ma stratégie. Alors évidemment, l'idée ici, c'est pas de prendre des stratégies de manière passive. L'idée, c'est surtout d'expliquer aux clients pourquoi on prend cette position et pas une autre, pourquoi on s'intéresse à cet actif et pas un autre, pourquoi on achète et pourquoi on vend. Donc on est vraiment dans une optique aussi pédagogique, de manière à sensibiliser les clients à la gestion du risque et au trading d'une manière générale. Ok. Quelle classe d'actifs tu couvres? Chez XTB, vous proposez pas mal d'outils différents, donc CFD sur indice, Forex. Depuis pas mal de temps maintenant, vous êtes assez rapidement positionné les crypto-monnaies. Vous avez élargi récemment avec les ETF et les actions. Oui. Voilà, les matières premières. Toi, en tant qu'analyste, qu'est-ce que tu couvres? Alors en tant qu'analyste, je travaille essentiellement sur le S&P 500, le DAX, le Gold et aussi l'euro-dollar. Maintenant, c'est vrai, XTB a lancé récemment au mois de mars, pour être précis, une offre action ETF. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment l'une des meilleures offres du marché. C'est une offre qui a bien évidemment vocation à compléter la gamme de produits existants. Crypto-monnaie, indices, obligations, devises, matières premières, de manière à tout simplement à ce que les investisseurs puissent se projeter d'une part et à construire leur stratégie avec un maximum de produits à disposition. Ok. Justement, en tant qu'analyste, ça va être intéressant d'avoir ton point de vue sur le contexte actuel. Ouais. On a enchaîné presque 10 ans de hausse consécutive. Finalement, 2008, c'était la panique. 2007-2008, grosse crise bancaire, gros manque de confiance. Les quelques années qui suivent, finalement, après une énorme correction, les marchés se reprennent doucement, mais on a un manque de confiance. Et maintenant, on peut dire depuis 5-6 ans, la confiance est revenue et on ne considère plus du tout qu'on est en période de crise. L'économie va bien, la bourse monte. Quel est ton point de vue? Est-ce que c'est un rythme sain? Est-ce qu'on est peut-être en fin de cycle? Ouais. Alors, mon avis, c'est que justement, de mon point de vue, on est en fin de cycle. On évolue vraiment dans un contexte assez énigmatique depuis le début de l'année. On a un marché obligataire qui est désormais plus rentable, qui offre de meilleurs rendements que les indices actions. Typiquement, j'en veux pour preuve le 2 ans américain qui offre environ, au moment où on se parle, 2,5% de rendement, alors que l'indice S&P 500 offre 1,8% de rendement. Là, on parle Donc, des dividendes. On parle des dividendes, absolument, ou du rendement du dividende, tout à fait, Ouais. oui, absolument. Donc, l'idée aujourd'hui, on devrait se dire, les investisseurs devraient se diriger vers les obligations. Et pourtant, alors c'est ce qui se passe, mais ça se fait de manière, c'est toute proportion gardée que ça se fait. C'est-à-dire qu'on a des indices qui restent plébiscités par les investisseurs. Ouais. Alors pour plusieurs raisons. D'une part, pour les GAFA, puisque les indices sont essentiellement tirés par les GAFA aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on surpondère ce qui a déjà été surpondéré dans le passé. Donc c'est un phénomène qui s'auto-entretient. Et d'autre part, par les rachats d'actions des entreprises du S&P 500. Ces dernières ont annoncé pour 2018 des rachats d'actions de l'ordre de 650 milliards de dollars. Donc c'est un record historique. Par qui? Alors par les entreprises du S&P 500. Par les entreprises elles-mêmes. Absolument, leurs propres titres.
Et la logique derrière ça, c'est quoi? C'est de montrer, voilà, on a confiance dans notre entreprise, on pense que c'est le... Alors, la logique, c'est surtout de faire augmenter la valeur intrinsèque du titre. C'est-à-dire que tout ce qui est rare et cher, lorsqu'on rachète ses propres actions, eh bien, il y a moins de flottants, c'est-à-dire qu'il y a moins d'actions disponibles sur le marché, donc ce qui les rend mécaniquement plus chers. Ouais. Ce qu'il faut savoir là-dedans, c'est que c'est une stratégie qui est assez dangereuse. Le dernier record en date de 2007. C'était 589 milliards de dollars. On sait ce qui s'est passé ensuite. Aujourd'hui, les entreprises du S&P 500 ont annoncé pour des rachats un montant de rachat d'actions de 650 milliards de dollars. Donc c'est vraiment du jamais vu. Ces dernières années, on a aussi eu des rachats d'actions de l'ordre de 500 milliards, mais on n'avait pas encore vu les niveaux de 2007. Et là, cette année, alors c'est ce qui est annoncé, eh bien, les entreprises du S&P 500 vont racheter désormais pour un record de 650 milliards de dollars. Et pour terminer mon propos, Apple, alors Apple, c'est vrai que c'est une entreprise qui dispose de plus de 250 milliards de dollars de trésorerie, eh bien Apple va racheter ses propres actions pour 100 milliards de dollars. Voilà, pour 100 milliards de dollars de ses propres actions, plutôt sur le marché. Donc c'est quand même un signe de confiance de la part des entreprises. C'est un signe de confiance, c'est vrai. C'est un signe de confiance, c'est surtout un signe de quantitative easing orchestré, enfin c'est une forme de quantitative easing orchestrée par les entreprises elles-mêmes. Et de mon point de vue, il y a anguille sous roche. Il y a vraiment anguille sous roche. Je pense qu'il ne faut pas prendre la hausse des marchés qu'on a en ce moment pour argent comptant, bien au contraire. Ces dernières semaines, on a assisté à 8 semaines de hausse consécutive, donc ça s'est fait du mois d'avril à quasiment la fin du mois de mai, donc 2 mois de hausse consécutive ininterrompue. Le CAC 40 avait retrouvé le niveau des 5614 points, et juste après, patatras, ça a commencé à corriger, pour la simple et bonne raison que la volatilité avait recommencé à s'envoler. La volatilité était tellement basse que les investisseurs se sont intéressés à cet actif et ont commencé à le racheter, ce qui a fait corriger les indices actions européens. Oui, la volatilité est quand même revenue depuis le début de l'année, oui. Mais finalement pour le moment les points bas sont rachetés. Et là aux États-Unis on est presque revenu sur des plus hauts. En Europe là on a enchaîné quelques semaines de hausse et là j'ai pas regardé les dernières minutes mais ce matin ça a remonté encore bien, donc on est tout à fait dans une bonne dynamique. Donc, oui. Les chiffres sont bons au niveau de l'économie réelle, que ce soit en Europe, aux États-Unis, même à travers le monde. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas vraiment de signe d'essoufflement. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou non? Tu penses qu'il y a quand même des... Justement, sur les derniers chiffres, il y a déjà quelques signes d'essoufflement. J'en veux pour preuve les derniers chiffres des PMI des services en zone euro, en France, en Italie et surtout, évidemment, aux États-Unis. Alors, c'est vrai qu'aux États-Unis, on a des chiffres assez contrastés. On a des bons chiffres de l'emploi, mais on a des indices d'activité qui se détériorent. Et qui se détériore peu à peu chaque mois. Je constate aussi, par ailleurs, qu'on a quand même des prix de l'or qui sont quand même assez résilients. On est encore proche du niveau des 1300 $ l'once. Quand l'or évolue à 1300 $ et qu'en parallèle, on a un CAC 40 qui évolue proche des 5500 points, c'est pas normal. En période, d'autant plus qu'on est quand même en période de quantitative easing. Et où, d'ailleurs, la Fed s'apprête à relever ses taux. D'accord. Donc, il y a plusieurs éléments comme ça qui me font penser et qui me font dire qu'il ne faut vraiment pas prendre cette hausse pour argent comptant. Les stratégies de hedging sont, de mon point de vue, bienvenues. C'est d'ailleurs ce qu'on invite, c'est ce à quoi d'ailleurs on invite nos clients chez XTB. Et l'autre point surtout ici, c'est vraiment de dire évitez le swing trading, évitons le swing trading, privilégions le day trading et le scalping. Parce que investir en swing dans une logique où on se dit les indices montent, tout va bien, les indices d'activité sont bons, les chiffres de l'emploi américain sont bons, aujourd'hui c'est bon. Mais est-ce que ça sera encore le cas demain? Pour la simple et bonne raison qu'il y a déjà quelques signaux d'alerte. D'accord. Alors oui, moi je suis assez d'accord avec ça, c'est-à-dire que l'avantage quand on fait du day trading ou du trading à court terme, c'est qu'au moins on a la souplesse et la flexibilité pour s'adapter et que le contexte, de toute façon, on va le voir venir changer quand même. Tout à fait. Il y a des alertes, il y a des décrochages, etc. Donc du coup, on peut monter des stratégies. Tant que les signaux n'apparaissent pas, on continue à travailler normalement. Si on voit que le contexte change et qu'on a des dégringolades brusques, comme on a pu avoir début février, on peut monter des stratégies adéquates, etc. Tu parlais de hedging, qu'est-ce que tu entends exactement par là? Du hedging, c'est de la couverture, mais malgré tout, il y a un moment donné où
pour aller chercher de la performance, il faut se découvrir et Absolument. prendre un biais. Donc qu'est-ce que tu entends par hedging? Tout à fait. Alors moi j'entends par hedging la couverture absolument. Typiquement en ce moment, lorsqu'on voit le DAX 30 remonter comme il remonte aujourd'hui, donc on est proche du niveau des 12 900 points au moment où on se parle, bah, je n'exclus pas en parallèle d'acheter un peu d'or, typiquement, ou d'acheter un peu de yen, ou de vendre le dollar yen plutôt, je devrais dire. Donc, ou même du Bund. Donc on ne peut pas exclure ces stratégies. Alors c'est vrai qu'à court terme, ces stratégies sont perdantes. Mais sur le moyen terme, et en cas de baisse significative du marché du DAX 30, en tout cas, ou plutôt, en cas de baisse significative du DAX 30, eh bien ces actifs-là pourraient clairement repartir à la hausse et évidemment atténuer la perte du DAX 30. L'atténuer et voire même complètement l'annuler. Ok. Donc, quel type de stratégie tu appliques à court terme dans les lives en ce moment? Tu parlais des indices. Oui. Est-ce que tu vas simplement suivre les mouvements du jour? Est-ce que tu as des outils particuliers? Là, ça s'est coupé, mais on avait la plateforme Xstation derrière où tu avais Ishimoku. Qu'est-ce que tu utilises concrètement pour prendre tes positions? Alors, je fais du scalping en live trading essentiellement. Ce que j'utilise comme indicateur, j'utilise l'indicateur Ishimoku, les moyennes mobiles, le RSI, le MACD, les momentum. Donc, j'utilise tout un panel d'indicateurs techniques. Maintenant, je regarde aussi beaucoup ce qui se passe au niveau fondamental. Donc, il y a un suivi quotidien des informations financières. Mais aussi, on fait pas mal d'analyses quantitatives. On travaille énormément sur les corrélations intermarchés. Ah oui, tu m'en parlais tout à l'heure. Donc, effectivement, ça, c'est assez spécifique. C'est très spécifique. Tu parlais de la volatilité notamment. Tout à fait. Il y avait quelque chose d'intéressant là. Tu m'as parlé d'une divergence de volatilité que vous aviez observée par rapport au DAX il y a quelques jours et qui a été précurseur d'un retournement. Tout à fait. Alors pour être précis, c'était la semaine du 14 mai, du 14 au 18 mai. Ouais. À ce moment, donc, de mémoire, au 14 mai, on avait une volatilité du DAX 30. La volatilité implicite du DAX 30 était égale à 9%, 9 ou 10%. Au 18 mai, on avait une volatilité égale à peu près à 12%, 12 ou 13%. Dans le même temps, on a eu un DAX qui a progressé de manière tout à fait significative, à 13 200 points, si ma mémoire est bonne. Il a fallu effectivement, pendant cette séance, on a assisté parallèlement à une hausse de la volatilité et à une hausse du DAX 30. Ça correspond bien évidemment à une divergence baissière pour le DAX 30. Et c'est pourquoi d'ailleurs, la semaine suivante, le DAX 30 a corrigé. Alors, il a fallu bien évidemment un déclencheur. Le déclencheur, ça a été l'Italie. Le déclencheur, ça a été l'Italie, ça a été la dégradation du contexte géopolitique, la dégradation du contexte sino-américain, commercial. Donc, il y a plein de toiles de fond comme ça qui pénalisent les marchés à court terme. Seulement, ce ne sont que, de notre point de vue, ce ne sont que des triggers, que des déclencheurs de mouvements qui sont initiés bien avant. Typiquement, sur la semaine du 14 et 18 mai, eh bien, il a fallu attendre la semaine suivante pour assister à une baisse significative du DAX 30. Et de l'indice CAC 40, d'ailleurs, et même des indices européens d'une manière générale. Et comment ça s'explique, ça? Alors, ça s'explique pour moi de notre point de vue. Alors, il faut le savoir aujourd'hui, il y a quelques fonds. Alors, il y a des fonds qu'on appelle des fonds de risk parity, ou de CTA, qui ont vocation à shorter la volatilité et à acheter des actions. C'est-à-dire que pour que leur modèle business soit rentable, il faut que la volatilité soit très basse. Et en parallèle, ce que font ces acteurs-là, c'est qu'ils achètent soit des GAFA, or ce sont d'ailleurs eux qui alimentent souvent d'ailleurs la hausse des GAFA, et qui en parallèle shortent la vol. Et ça, c'est ce qui entretient l'euphorie. Typiquement, c'est ce qui entretient l'euphorie, on l'a encore vu hier sur le Nasdaq, même sur l'indice S&P 500 d'ailleurs, dans une moindre mesure. Par contre, le jour, et ça c'est ce qui s'est passé en février, le jour où Jérôme Powell a annoncé que la Réserve fédérale était susceptible de relever ses taux 3 à 4 fois en 2018, eh bien là, patatras, la volatilité s'est subitement mise à remonter et le modèle, le business model de ces hedge funds s'est complètement effondré. C'est pourquoi d'ailleurs on a assisté à une baisse significative au mois de février. Et on a failli assister à un scénario similaire il y a de ça quelques semaines. Donc, de mon point de vue, c'est pourquoi je te disais tout à l'heure qu'il ne faut surtout pas prendre cette hausse pour argent comptant. L'économie va bien. Alors, on a des chiffres qui sont corrects, c'est vrai. On est loin des chiffres de la période de crise, c'est vrai. Mais on a quand même des signaux d'alerte.
J'en veux pour preuve la géopolitique, j'en veux pour preuve le contexte politique en Espagne, le contexte politique en Italie, le contexte politique en Europe, qui n'est pas très stable. Les pays de la zone euro ne sont pas d'accord entre eux. Il y a certains pays qui parlent même d'une sortie de l'euro, de l'Union européenne et de l'euro. Le conflit commercial qui oppose la Chine et les États-Unis. Donc, il y a plusieurs toiles de fond comme ça. Et d'ailleurs, les États-Unis qui sont désormais en guerre commerciale avec le Mexique et le Canada. Donc, il y a plusieurs... Alors, ça va se résoudre, ça va certainement se résoudre. Mais aujourd'hui, on a plein de vecteurs comme ça, baissiers sur les indices, que les opérateurs ignorent. Et il y a un moment donné où les opérateurs, de notre point de vue évidemment, vont finir par prendre les choses pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire à véritablement prendre conscience de tous ces éléments et à, in fine, shorter le marché, parce que les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Ok, et à ton avis, quel va être le signal? Alors, c'est très difficile de le dire. Alors, il me faudrait une boule de cristal pour me prononcer à ce niveau, mais on est quand même très prudent. Notre propos chez XTB, c'est prudence et mère de sûreté. C'est ce que nous disons aux clients. Nous privilégions les ordres en day trading et scalping, et on évite clairement les opérations de long terme en swing trading. Ok. Donc du coup, autre chose pour faire un peu une conclusion de ce que tu as dit, là pour les mois à venir et pour le reste de l'année 2018, oui, s'attend quand même à de la volatilité, en tout cas à plus de volatilité que ce qu'on a eu les années précédentes. Tout à fait, tout à fait. Alors ça c'est indéniable, on a plus de volatilité cette année que l'année dernière, que les années précédentes d'ailleurs. Alors c'est bien, parce que ça fait évoluer le marché, ça fait bouger le marché. Maintenant, une fois de plus, qui dit volatilité dit logique assurantielle, dit que les opérateurs achètent plus d'options, oui, et donc par voie de conséquence s'assurent contre un risque de baisse des marchés. Et c'est là où je veux en venir. Donc effectivement, qui dit plus de volatilité dit attention sur les indices actions, dit forcément fly to quality, c'est-à-dire achat de Bund, achat de Yen, achat de Gold. Donc c'est des actifs qu'on surveille de près. Alors maintenant, effectivement, aujourd'hui, timer le marché, c'est très risqué. C'est très risqué de tenter de timer le marché. Timer, c'est-à-dire exactement quand tel ou tel événement va se produire. Tout à fait, c'est-à-dire de prendre l'initiative de shorter le marché alors qu'il monte. Ouais. Ça, c'est très dangereux. Je ne dirais pas le contraire. Maintenant, comme je le disais, il faut savoir prendre les choses pour ce qu'elles sont et ne pas ignorer des faits patents, des faits réels. On ne parle pas de rumeurs, on parle de choses qui se déroulent chaque jour sous nos yeux. Donc, typiquement la semaine dernière, quand on a eu le 10 ans italien qui est passé de 0,06% de rendement, le 2 ans italien pardon, qui est passé de 0,06% de rendement à 2,72% de rendement en l'espace d'une journée, ouais, il y a quand même matière à s'inquiéter, de mon point de vue. Donc c'est pourquoi nous sommes en tout cas très 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 vigilants sur la hausse des indices qu'on a en ce moment. Et donc prudence et mère de sûreté à ce niveau-là. Merci Khalil pour cette analyse. Et dernière question, où tu trouves toutes ces infos, puisque tu nous as décrit plusieurs mécanismes par rapport au CTA, etc. Ouais. Est-ce que tu as des médias de référence? Alors moi, mes médias de référence sont essentiellement anglophones. Je regarde beaucoup le site Bloomberg. On a une plateforme Bloomberg ici, donc on regarde beaucoup ce qui se passe sur Bloomberg. On suit beaucoup l'actualité financière sur les médias classiques. Typiquement, à titre personnel, je lis beaucoup les journaux, la presse financière. Tous les jours d'ailleurs, plusieurs fois par jour, tous les jours, plusieurs fois par jour. Et donc c'est comme ça qu'on arrive. Alors après, l'idée effectivement, c'est pas d'avoir non plus des idées arrêtées, c'est de compiler un maximum de données, ouais, et de s'en faire un avis au final, tout simplement. Ça marche. Voilà. Dans un second temps, on a prévu de parler d'XTB. Tout à fait. Vous avez des nouveaux bureaux là, oui, donc on va aller découvrir cet open space. Merci Khalil pour l'analyse. Je t'en prie. C'était intéressant. Merci beaucoup. Donc on vient de faire une interview dans la salle de réunion. Oui. On va donc rejoindre l'open space où il y a les différentes équipes. Ça va être l'occasion peut-être de savoir d'un point de vue organisationnel comment vous êtes structuré. Tout à fait. Et aborder les différents sujets à propos d'XTB si tu le veux. Tout à fait. Alors on y va, si tu veux bien le suivre. Ça marche. Donc chez XTB, il y a plusieurs départements. 4 départements pour tout te dire. Donc il y a la recherche économique, donc c'est mon poste de travail, je travaille juste ici. Donc on est 2 à la recherche économique, on est en charge de publier des analyses de manière régulière sous différents formats, vidéo, écrit et signaux de trading.
Donc on travaille aussi au travers de webinaires auprès de nos clients. On prend, comme je l'ai expliqué, des positions face client. Plus loin, tu as le département marketing partenariat, donc qui est vraiment en charge de toute la gestion de nos partenaires, diffusion des contenus, marketing opérationnel et même stratégique, qui mène les campagnes marketing et qui nous conseille bien évidemment sur toute la stratégie à conduire sur la partie marketing. Ça fait combien de temps que vous êtes installé dans les nouveaux locaux? Ça fait un peu plus d'un an maintenant. Un peu plus d'un an. Qu'on installe ici. Ok. Voilà. Alors, tout à l'heure, on parlait des différents produits que vous proposez. Ici, tu as parlé de la partie analyse, aussi de ce poste que tu animes les lives, etc. Oui. Donc de l'autre côté, qu'est-ce que ça? C'est la partie plus brokerage, sales? Alors de l'autre côté, effectivement, on a le département sales qui est en charge des ventes et du service client. Donc il y a un véritable accompagnement un client qui se fait ici. Il faut le savoir, il y a déjà plus de 10 000 clients actifs chez XTB. Et donc le département des ventes et le service évidemment client est en charge d'accompagner les clients en termes de formation, d'information et surtout de prise en main des outils. Voilà. Je vais te le montrer si tu veux bien me suivre. Ouais. Donc voilà, ils sont là. Donc, tu as ici l'équipe commerciale. Oui. Donc ils sont bien évidemment, comme je te le disais, voilà, en charge de l'accompagnement client, service client et effectivement formation des clients, sélection des clients, recrutement des clients, comme je te le disais. Donc il y a aussi, comme je te le disais, tout un processus à l'ouverture des comptes chez XTB de recrutement du client, dans le sens où on va vérifier la surface financière du client, on va s'assurer que son appétence pour le risque est adéquate pour trader des produits financiers et des produits d'investissement d'une manière générale. Donc ce n'est pas bien évidemment ouvert à tout le monde, mais effectivement ici, alors c'est ouvert à tout le monde, mais dans une toute proportion gardée bien évidemment, puisqu'il y a quand même un recrutement client qui se fait en amont et qui se fait bien évidemment au travers de notre département commercial. Ok. Toi, au niveau de ton travail personnel, donc de recherche et d'analyse, il y a toute une partie qui est réservée aux clients d'XTB. Oui. Le live, par exemple, que tu viens d'animer. Par contre, tu communiques beaucoup avec les médias extérieurs, donc notamment dans l'AGFI, sur BFM Business, et peut-être d'autres médias. N'hésite pas à nous l'indiquer. C'est important pour toi de t'adresser aux médias les plus qualifiés, les plus compétents en matière de finance? Alors oui, c'est très important pour nous. Alors c'est plutôt eux qui viennent à nous, pour tout te dire. On en est très heureux parce qu'on le vit vraiment comme une forme de reconnaissance. C'est une reconnaissance de notre expertise, une reconnaissance en termes de qualité de travaux, de la part des médias spécialisés, même plus généralistes. Donc effectivement, on est quand même très heureux et on espère continuer dans cette voie. Ok. Tu disais que vous faisiez attention lors de l'ouverture de compte au profil du client. Tout à fait, oui. Les dernières années, là, en termes de réglementation, il y a eu pas mal d'évolutions. Comment vous le vivez chez XTB? Alors chez XTB, on le vit très bien, on est très serein par rapport à toutes ces réglementations, loi Sapin 2, ESMA. Il n'y a pas de vraies inquiétudes à ce niveau-là, dans le sens où ça va permettre de sortir simplement les vilains petits canards de ce secteur et de laisser place aux brokers, aux acteurs légitimes pour ce marché, légitimes à ce marché. Et ce qui est notre cas, bien évidemment, puisqu'on est quand même très pointilleux sur la partie réglementaire, la partie légale. Et donc, effectivement, c'est vraiment pourquoi nous, on le vit. On trouve que c'est on trouve que c'est même salutaire, effectivement, pour le secteur, parce que ça va vraiment permettre de décrémer les bons acteurs des mauvais, quoi. Ok. À propos des produits que vous proposez, au-delà des produits classiques, on a donc tout à l'heure parlé des actions, des ETF, mais aussi des crypto-monnaies. Vous êtes assez tôt mis sur ce marché. Toi, quel est ton point de vue? Et en tant que courtier, quelle politique, quelles conditions vous proposez sur ces produits? Alors sur les crypto-monnaies, effectivement, c'est des actifs qui ont fait couler beaucoup d'encre, qui ont été dans un premier temps très mal vus parce que c'était des actifs très peu régulés. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas de le dire, je parle pour le Bitcoin tout particulièrement. C'est un actif qui est régulé par la CFTC et par la SEC américaine, donc le gendarme de la bourse américaine. Nous, bien évidemment, on le voit d'un très bon œil parce que ça permet de sécuriser nos clients en termes d'investissement. Ils peuvent se placer sur ces produits d'une manière tout à fait sereine et pérenne d'ailleurs. Il y a beaucoup moins de risques qu'avant, il n'y avait pas de liquidité sur ce marché, certains n'avaient même pas la certitude de récupérer leur investissement en cas de gain. Alors en cas de perte, évidemment, il n'y avait rien à récupérer, mais en cas de gain, certains n'étaient même pas certains de récupérer leur investissement et même leur gain.
Et aujourd'hui, grâce à la régulation, eh bien nous, on le voit bien évidemment d'un très bon œil, et on trouve que c'est très bien. On trouve que c'est très bien ainsi, et donc c'est pourquoi on a décidé d'implémenter le Bitcoin parmi nos actifs, et les crypto-monnaies d'ailleurs d'une manière générale, dans nos actifs d'investissement, dans nos produits d'investissement. Ok. Tu disais les conditions donc, pour ouvrir un compte chez XTB, lesquelles sont-elles? Est-ce qu'il y a un minimum de dépôt? Est-ce qu'il faut avoir des connaissances particulières? Pour ouvrir un compte, alors c'est très simple, ça se fait en ligne, ça se fait en quelques minutes. Alors maintenant, comme je disais, hein, ce n'est pas un moulin, il y a quand même une procédure de recrutement client qui se fait en amont. On s'assure de la surface financière de nos clients, on s'assure qu'ils aient une certaine connaissance, de certaines connaissances financières pour investir sur les marchés financiers. Le mieux, c'est bien évidemment qu'ils aient une certaine expérience. Alors tous les investisseurs clients d'XTB n'ont pas tous une expérience, une expérience sur les marchés financiers, mais voilà, on les interroge, on leur pose des questions et on s'assure véritablement que les produits d'investissement leur sont adéquats, tout simplement. Voilà. Très bien. Tiens, j'aperçois une caméra derrière, ça c'est le matériel quand tu passes sur BFM Business, c'est ça? C'est le matériel, tout à fait, oui. Ouais. C'est le matériel qui me permet de... Ok, très bien. Duplex sur BFM Business. Ouais, et on te retrouve quand? C'est régulier à tous les mercredis, ouais. C'est tous les mercredis. Alors, souvent en duplex à 15h30 et 17h15. Ouais. Et effectivement, c'est tous les mercredis, comme je te disais. Ok. Bon, on sait maintenant où retrouver ton travail. On a eu ton analyse des marchés. Oui. On a pu découvrir vos nouveaux locaux. Merci Khalil. Merci à toi. Pour ton temps et bien à bientôt. À bientôt. Oui, allez-y.